À la une de l'actualité en Birmanie, à l'issue d'un procès fleuve, l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi condamnée à 4 ans de prison par la junte. D'autres peines devraient suivre. Londres dénonce ce matin une tentative effroyable d'étouffer l'opposition. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, elle déplore cette condamnation. En France, alors que la 5e vague de Covid déferle sur le pays, un conseil de défense sanitaire se tient ce matin. La vaccination des enfants est à l'étude. La pandémie de Covid-19 qui sera au cœur des discussions lors du 7e forum de Dakar, forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui vient de débuter. Il doit durer 2 jours. Nous retrouverons dès le début de ce journal Marc Perelman, notre envoyé spécial. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, le 7e forum sur la paix et la sécurité s'ouvre donc ce matin à Dakar au Sénégal. Plusieurs chefs d'État et de nombreux ministres et décideurs internationaux y participent pendant 2 jours à cette grand-messe sur la réflexion sécuritaire sur le continent. On va retrouver tout de suite Marc Perelman, notre envoyé spécial. Marc, bonjour. La crise sanitaire sera l'une des thématiques centrales de l'événement cette année. Oui Claire, absolument. La crise sanitaire, c'était censé être plutôt l'après-crise sanitaire qui était au menu des discussions de ce 7e forum sur la paix et la sécurité à Dakar. Or, la pandémie s'est à nouveau invitée à la table et notamment en la personne du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui du coup est l'invité de marque, si j'ose dire, de ce forum pour évidemment parler du variant Omicron, notamment des interdictions de voyage en Afrique du Sud et dans d'autres pays de l'Afrique australe. On sait qu'il avait déjà dénoncé un apartheid sanitaire, donc c'est vrai que sa parole est très attendue ici à Dakar et il sera évidemment question d'apporter plus de vaccins à l'Afrique, aussi de tester plus, mais de véritablement coordonner la réponse sanitaire. Donc c'est vrai que ce n'était pas vraiment prévu au programme, mais une fois de plus, le Covid s'est invité dans un événement international, en l'occurrence ce sommet pour la paix et la sécurité à Dakar. Climat, djihadisme et coopération sur le continent seront bien sûr aussi au menu des discussions pendant 2 jours. Oui, évidemment, le cœur du sujet sera, encore une fois, devrais-je dire, la situation au Sahel. Ces derniers jours, on a encore vu qu'il y a eu des attaques au Mali, mais aussi au Bénin, et la crainte qui a été exprimée déjà par les autorités françaises, mais aussi du continent, c'est que cette menace djihadiste qui, évidemment, frappe tous les jours presque au Burkina Faso, au Mali et au Niger, s'étende vers les pays de la côte. On a déjà vu la Côte d'Ivoire frapper à plusieurs reprises. J'ai donc évoqué le Bénin, il y a une crainte au Togo, mais il y a aussi évidemment une crainte ici même au Sénégal, le Sénégal qui a une frontière avec le Mali. Donc c'est vrai qu'une fois de plus, ces discussions seront au menu. Faut-il renforcer l'aspect militaire? Il faudra évidemment parler de développement, mais il y a aussi toujours cette question de savoir si un jour ou l'autre, il faudra s'adresser, peut-être négocier avec certains groupes djihadistes. Paris ne veut pas en entendre parler, mais on sait que les autorités sahéliennes commencent à y penser sérieusement parce qu'il faudra bien sortir de l'ornière dans laquelle se trouve la situation sécuritaire au Sahel, mais désormais au-delà. Merci beaucoup Marc Perelman, notre envoyé spécial à Dakar. Toujours sur le continent africain, en Gambie, un 2e mandat pour Adama Barrow. Le président sortant a été déclaré très largement vainqueur de la présidentielle avec plus de 53% des voix. Ses partisans ont célébré sa victoire une partie de la nuit dans les rues de Banjul. Cécile Galoutiu. Ils exultent dans les rues de Banjul. Ces Gambiens fêtent la victoire de leur candidat, le président sortant. Lui qui avait promis de ne pas s'attacher au pouvoir comme les anciens chefs d'État, vient d'être réélu pour 5 ans. Et cette fois, ce n'est pas un concours de circonstances. Né dans l'ouest de la Gambie, Adama Barrow étudie dans une école islamique de la capitale. En 1996, 2 ans après la prise de pouvoir de Yahya Jammeh, il adhère à l'UDP, le Parti démocratique unifié. 11 ans plus tard, l'homme d'affaires en est le trésorier. Membre de l'opposition assidu mais discret, il reste dans l'ombre du leader, Ousseynou Darbo. Mais en 2016, le secrétaire général du parti est arrêté. Il faut trouver un plan B pour la présidentielle. Adama Barrow, l'inconnu, passe alors de l'ombre à la lumière.
Il fait tomber Yahya Jammeh et met fin à 22 ans de dictature. C'est une nouvelle Gambie, une nouvelle attitude, changer et développer notre pays. Le nouveau président met donc en place plusieurs promesses de campagne. Il stoppe le processus lancé par l'ancien président pour que la Gambie quitte la CPI. Il réintègre le Commonwealth, retire l'étiquette d'État islamique au pays et affirme souhaiter de nouvelles élections dans 3 ans. Sur ce point, il ne tient pas parole. Autre sujet qui lui fait défaut, il avait promis de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Nous n'allons pas enquêter uniquement sur Yahya Jammeh, mais nous allons enquêter sur tout ce qui s'est passé au cours des 22 dernières années. Plus de 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Le mois dernier, le rapport Vérité et Réconciliation remet ses conclusions. Adama Barrow promet une nouvelle fois d'agir. Mon gouvernement étudiera attentivement le rapport pour prendre les mesures appropriées. Réélu à 56 ans, le président Barrow a encore de nombreux chantiers sur la table, notamment économiques. La Gambie est le 19e pays le plus pauvre du monde. Je vous le disais en titre, l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, 76 ans, a été condamnée à 4 ans de prison, un verdict sévère pour la prix Nobel de la paix qui avait été renversée par la junte en février dernier. Alice Broja. Après 10 mois passés en résidence surveillée, un premier verdict est tombé pour Aung San Suu Kyi. À l'issue d'un procès à huis clos, l'ex-dirigeante birmane, âgée de 76 ans, a été condamnée à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. L'ancien président birman, Win Myint, a lui aussi été condamné à la même peine. C'est la première sentence prononcée contre l'ancienne chef du gouvernement civil. Depuis le coup d'État militaire de février dernier, la junte a accumulé les accusations contre elle, dont la violation de la loi sur les secrets officiels, la corruption et la fraude électorale. Aung San Suu Kyi risque au total 102 ans de prison. Une condamnation dénoncée par Amnesty International. Les lourdes peines infligées à Aung San Suu Kyi sur la base de ces accusations bidons sont le dernier exemple en date de la détermination de l'armée à éliminer toute opposition et à asphyxier les libertés en Birmanie. Malgré la répression, des manifestants pro-démocratie continuent régulièrement de demander la libération d'Aung San Suu Kyi. Comme dimanche à Rangoon, des militaires ont foncé sur le rassemblement, faisant 5 morts et 15 blessés selon un média local. Dans la soirée, des centaines d'habitants ont tapé sur leurs casseroles depuis leurs fenêtres en signe de protestation. Selon une ONG locale, plus de 1300 civils ont été tués et plus de 10 000 arrêtés depuis le coup d'État. Sur le front de la pandémie de Covid-19 à présent en France, la 5e vague continue de déferler. Hier, plus de 40 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. Certains hôpitaux ont déjà réactivé le plan blanc. Alors pour tenter d'enrayer la propagation du virus, un conseil de défense sanitaire se tient ce matin avec au menu notamment la vaccination des enfants. Jules Boiteau. Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis à l'issue du conseil de défense sanitaire ? A priori, pas de reconfinement ni de retour du couvre-feu, mais des pistes seront débattues pour freiner l'épidémie. Parmi elles, une forte incitation au télétravail, une mesure réclamée par les médecins. Ça peut avoir un impact non seulement sur les contaminations qui ont lieu lors du travail, mais aussi lors de la restauration et dans les transports en commun. Y aura-t-il de nouvelles jauges ? À 3 semaines de Noël, les centres commerciaux et les restaurants s'inquiètent. À Bordeaux, par exemple, les restaurateurs sont pessimistes. Pour le nouvel an, c'est mal parti. J'ai déjà prévenu mon personnel en disant qu'à mon avis, le 31, on ne le fera pas. On a beaucoup d'annulations, notamment les touristes, mais aussi les écoles qui annulent un par un. Faut-il s'attendre à un retour généralisé du masque en extérieur ? Certaines villes l'ont déjà anticipé. Masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées et sur les marchés comme ici à Strasbourg. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. C'est un peu dur à encaisser parce qu'on s'est quand même fait vacciner 1 fois, 2 fois. Là, il va falloir faire un rappel. Ça ne me dérangerait pas de mettre le masque un peu partout si c'est pour protéger autrui. Qu'en sera-t-il à l'école ? L'idée d'anticiper les vacances de Noël n'est pas écartée selon le ministère. Les syndicats enseignants, eux, préféreraient revenir à un protocole plus strict. Pour le moment, nous souhaitons fermer la classe dès le premier cas de Covid pour éviter la contamination dans les classes. Trouver des mesures efficaces, sans trop contraindre ceux qui ont accepté de se faire vacciner,
Pour le gouvernement, c'est un travail d'équilibriste. Toujours en France, week-end politique chargé. L'ancien polémiste et candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, a donné son premier meeting de campagne dimanche à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Un meeting avec quelques 15 000 personnes, émaillé d'incidents et de violences. Plusieurs militants d'SOS Racisme ont notamment été agressés par des participants. Éric Zemmour lui-même a été blessé au poignet par un homme alors qu'il s'avançait vers la tribune. Et puis en parallèle, sous la grande arche de la Défense, devant plus de 4 000 personnes, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à se mobiliser contre les droites. Politique toujours en Allemagne. L'après-Merkel se concrétise. Une nouvelle étape a été franchie par le futur gouvernement de coalition mené par le social-démocrate Olaf Scholz. Après le SPD samedi, hier dimanche, ce sont les libéraux qui ont donné leur feu vert. Les Verts devraient, eux, donner leur accord tout à l'heure. On va en parler avec vous, Bruno Darroux. Bonjour. Bonjour, L'Allemagne ouvre une nouvelle page. Quelles sont les grandes lignes du programme de ce nouveau gouvernement ? Alors, il faut d'abord redire que les trois partenaires de la coalition, SPD, libéraux et Verts, ils ont bossé depuis 2 mois pour élaborer un véritable programme de gouvernement qui s'appelle Oser le progrès. Alors, on y retrouve un peu les thématiques de chacun des trois partenaires, amenuisées en quelque sorte, suite aux arbitrages, aux concessions mutuelles, et ça donne donc ce programme de gouvernement qui propose des avancées sociales, sociétales, économiques. Il s'agit de moderniser le pays, de lutter contre le réchauffement climatique notamment. Alors, parmi les mesures, on peut par exemple retenir qu'il y aura un retour au frein constitutionnel à l'endettement. Ça, c'est la patte des libéraux qui veulent que l'Allemagne revienne à la rigueur budgétaire après la parenthèse de la pandémie. La coalition s'engage également à ne pas augmenter les impôts. Alors, une question tout de même, retour à la rigueur budgétaire, mais comme il y a pas mal de mesures sociales par ailleurs, comment financer tout ça? Pour l'instant, c'est pas très clair. Alors, parmi les mesures notamment avancées, il y aura une assez forte augmentation du salaire minimum horaire, qui est de 9,60 € actuellement, qui va passer dès l'an prochain à 12 €, ou encore l'engagement de construire 400 000 logements par an. Et puis évidemment, un des grands engagements, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, une priorité absolue pour la nouvelle coalition, avec notamment une sortie accélérée du charbon, 2030 au lieu de 2038, et puis une révolution de l'industrie automobile allemande. Il y a aujourd'hui 500 000 véhicules électriques qui circulent en Allemagne. À l'horizon 2030, il devrait y en avoir 15 millions. Alors un autre axe important, ça sera la politique européenne de ce futur gouvernement et sa relation avec la France. Oui, alors la politique européenne, évidemment, c'est quelque chose de très important pour tous les gouvernements allemands, mais cette coalition parle là aussi de devoir, de mettre en place une Europe souveraine. Ce sont les termes du programme. Alors évidemment, ça ne peut que plaire à la France d'Emmanuel Macron, la France qui va donc prendre la présidence de l'Union européenne le 1er janvier prochain. Il y a aussi une affirmation, cette fois-ci en forme d'avertissement à la Hongrie et à la Pologne, sur le respect des droits, de l'état de droit au sein de l'Union européenne. Et puis, globalement, on peut dire un réengagement de l'Allemagne sur la scène européenne aux côtés de la France. Donc, pour Paris, tout ça fonctionne très bien. Il faut noter d'ailleurs que le premier déplacement à l'étranger du nouveau chancelier allemand, qui va donc entrer en fonction dans 2 jours, ce premier déplacement à l'étranger, ce sera évidemment à Paris. Merci beaucoup, Bruno Darroux, pour cet éclairage. On va partir enfin en Indonésie, sur l'île de Java. Le volcan Semeru a de nouveau projeté des cendres ce lundi, alors que les recherches se poursuivent pour trouver des survivants. Après une éruption spectaculaire ce week-end, plusieurs villages ont été dévastés. Un dernier bilan fait état d'au moins 15 morts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.